Donc, on va débuter. Il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous dans les prochaines minutes. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous les participants à notre premier séminaire de l'année de l'hiver 2023. On a le plaisir d'accueillir Madame Céline Plante qui va nous entretenir sur la surveillance de la nutrition et en incluant l'insécurité alimentaire au Québec. Alors, Madame Plante est nutritionniste en règle, membre de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Elle travaille à la oh mon Dieu, je suis en train d'oublier le nom, la direction, le bureau d'information et d'études en santé des populations à l'INSPQ. Elle y travaille depuis 2006 comme conseillère scientifique à l'équipe de surveillance. Et depuis, plus spécifiquement, depuis 2016, elle est responsable de la surveillance de la nutrition au Québec. Donc, le, le, le ministère, le ministre de la Santé peut confier une partie de sa responsabilité de surveillance à l'INSPQ. Et donc l'INSPQ a le mandat de la surveillance de la nutrition au Québec. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Plante qui va nous entretenir sur la surveillance de la nutrition. Alors, bon séminaire à tout le monde. Merci beaucoup, Ah, Bernard peut-être, Simon-Leclerc. Vas-y. j'ai juste oublié un petit détail qu'il fallait que je précise que pour permettre un visionnement différé aux personnes intéressées, donc le séminaire est enregistré. Donc, si vous ne voulez pas apparaître dans l'enregistrement, bon, je vous invite à garder votre caméra fermée. Voilà. Excusez-moi de vous avoir interrompu. La parole Parfait. est à vous. Moi, je vais la garder ouverte. C'est toujours mieux de voir la présentatrice en même temps que la présentation. Donc, merci beaucoup pour l'invitation à vous présenter mes travaux en surveillance de la nutrition et de l'insécurité alimentaire. Ça me fait plaisir de vous partager ce que je fais. Je vais partager mon écran, en fait, essayer de partager mon écran. Et j'aimerais peut-être avoir, oups, excusez-moi. Je vais la remettre au début. Je suis désolée. Est-ce que je suis en partage d'écran? Oui, tout est beau. Parfait. Alors, je vais déplacer ça ici. Donc, bonjour à tous. Et puis, ça me fait plaisir de vous présenter les travaux que je fais au sein de l'INSPQ dans le mandat de surveillance de la nutrition et de l'insécurité alimentaire. Le plan de la présentation, en fait, nous allons d'abord passer en revue rapidement les différents concepts, mesures et sources de données en surveillance de la nutrition. Puis, on va faire un survol de certains résultats récents en surveillance pour finir avec les différents projets en développement. La surveillance est une des 4 fonctions essentielles en santé publique et c'est vraiment la base des actions en promotion et prévention. Ça permet de mieux cibler les actions, les groupes à risque et les populations à viser au niveau de la promotion et de la prévention. La surveillance, il faut se rappeler que c'est un processus qui est continu de collecte, d'analyse et d'interprétation des données populationnelles afin de produire et de diffuser des informations pertinentes pour la prise de décision en temps opportun. On voit que la diffusion des données fait partie intégrante de la surveillance. Donc, on ne fait pas de la surveillance pour sortir des chiffres, on le fait vraiment pour fournir des données aux décideurs pour qu'il y ait une action en santé publique. Dans la loi de santé publique, la surveillance, on voit qu'elle se fait, entre autres, c'est quand même très bien défini et encadré par la loi. Le but, c'est de dresser des portraits, d'écrire les tendances, les variations temporelles, spatiales entre les différents sous-groupes d'individus, par exemple, pour détecter les inégalités ou les groupes qui seraient plus à risque. Ça permet aussi d'identifier les problèmes prioritaires ou en émergence. Ça nous permet vraiment de suivre la situation au niveau de la population ou de prévoir ce qui s'en vient à l'aide de scénarios prospectifs. La surveillance permet aussi de vérifier l'atteinte de cibles des actions de santé publique ou de comparer une mesure par rapport aux différentes recommandations.
Ici, on voit le cadre conceptuel des déterminants de la santé qui est utilisé couramment par le ministère. C'est probablement pas la première fois que vous voyez les bulles du ministère comme ça. Et puis, on voit que les comportements et les habitudes de vie sont parmi les caractéristiques qui sont individuelles. Cependant, il faut voir qu'en amont, les choix individuels sont influencés par les environnements alimentaires dans les différents milieux de vie, l'aménagement du territoire et puis tout le contexte plus global comme le contexte socioculturel, le marketing, l'inflation, la situation économique. Donc, on a vraiment une vision des déterminants de l'alimentation populationnelle plus globale. Pourquoi surveiller la nutrition? Bien, la nutrition, c'est un des déterminants majeurs de la santé de la population sur lesquels il est possible d'agir par des actions de santé publique. Les données de surveillance sont vraiment à la base de l'élaboration, la mise en œuvre des plans d'action et des stratégies adaptées en promotion et en prévention. L'INSPQ est mandaté, un peu comme Bernard Simon le dit au début, il est mandaté par le ministère depuis le début des années 2000 pour faire la surveillance de la nutrition. Puis dans la loi de santé publique, c'est vraiment juste les directeurs de santé publique, le ministère et ceux régionaux qui peuvent faire de la surveillance. Mais c'est dans ce cas-ci, le ministère peut mandater l'INSPQ pour effectuer une partie de la surveillance. Et c'est dans ce cadre-là que mes travaux portent sur la surveillance de la nutrition au niveau de la province. Les objets surveillés, les indicateurs de surveillance se retrouvent dans des plans de surveillance. Donc, tout ce qu'on a le droit de planifier, de surveiller se retrouve sous forme d'objets et d'indicateurs. Et parmi les principaux objets, on retrouve les apports énergétiques et nutritionnels. On a aussi les habitudes alimentaires. On retrouve, entre autres, dans plusieurs enquêtes de santé, des questions sur la fréquence de consommation de fruits et légumes, sur la consommation de boissons sucrées ou la prise de déjeuner. L'insécurité alimentaire fait aussi partie des indicateurs socio-économiques et de pauvreté, mais est ainsi aussi inclus dans mon mandat de surveillance de la nutrition. Puis, c'est un élément très important qui est à la base d'une alimentation saine et équilibrée. On a aussi d'autres objets comme le statut nutritionnel, l'utilisation des suppléments de vitamines, minéraux et les environnements alimentaires. Donc, il y a vraiment toute une liste d'éléments qu'on peut surveiller. Ces indicateurs sont diffusés par des produits qu'on veut adapter aux différents publics. Tout d'abord, une façon qu'on a de diffuser les données, ce sont l'infocentre de santé publique qui met à la disposition du réseau de la santé et de santé publique les données qui sont paramétrables et des fiches techniques qui expliquent la construction des indicateurs et les limites d'interprétation. Nous produisons aussi plusieurs études de faisabilité interne et des rapports méthodologiques. Souvent, derrière un chiffre ou un tableau de données, il y a des années de développement et d'études de sensibilité. La façon principale de transmettre l'information, entre autres aux décideurs, sont les rapports de diffusion ou les feuillets, qui sont des rapports de surveillance ou des feuillets, qui sont des publications qui sont plus courtes, environ de 15 à 20 pages, qui comprend entre autres des faits saillants, des principaux résultats pour les décideurs, afin de transmettre plus facilement les principaux résultats et les messages clés. On a entre autres une collection qui s'appelle Surveillance des habitudes de vie, qui inclut aussi l'activité physique, le poids, l'image corporelle. Puis, on a aussi plus récemment une collection qui s'appelle Regard sur l'alimentation des Québécois, qui est une série d'analyses qui utilise les données de l'ESCC Nutrition 2015. L'ESCC, c'est l'enquête de santé dans les communautés canadiennes. C'est une enquête populationnelle au niveau du Canada, mais qui nous permet aussi de mesurer au niveau provincial et régional différents éléments. Dans le SCC Nutrition, c'était une thématique spécialement sur la nutrition, donc on peut seulement avoir des résultats au niveau provincial. Puis, ça comprend une collecte de données nutritionnelles complète.
mais c'est quand même des données qui sont dispendieuses à aller chercher, collecter et assez complexes aussi à analyser. Donc, elles ne sont pas réalisées très fréquemment au Canada. On en a une environ tous les 10 ou 15 ans. D'ailleurs, l'enquête précédente, c'était l'enquête de 2004 sur laquelle j'ai travaillé là, à mes tout débuts à l'Institut là, quand j'ai commencé en 2006. Les infographies sont utilisées pour transmettre rapidement et de manière plus visuelle les informations utiles. Souvent, ça va accompagner un rapport de surveillance dans lequel il y a beaucoup de détails. Au niveau infographique, on y va beaucoup de manière plus visuelle. Puis finalement, il y a des demandes ad hoc. On peut recevoir des régions pour des sous-analyses. On fait des présentations des demandes médias. Et puis finalement, il y a des articles scientifiques qui vont venir permettre une diffusion à un public plus large pour le reste du Canada, par exemple. Commençons avec les données récentes, donc un survol de la diffusion des données sur l'insécurité alimentaire. Je vais passer à travers tout d'abord la définition, mais qu'est-ce que l'insécurité alimentaire? Donc, de la façon que l'insécurité est mesurée dans les grandes enquêtes au Canada et dans le reste de l'Amérique du Nord, on regarde l'insécurité alimentaire comme un accès inadéquat ou incertain aux aliments en raison d'un manque de ressources financières. Donc, on regarde vraiment l'insécurité reliée à l'aspect monétaire. Tout l'aspect qui est plus l'accès physique aux aliments n'est pas mesuré dans nos enquêtes. L'insécurité est vécue au niveau des ménages. Donc, les questions se posent au niveau des familles. Lorsqu'il est problématique de se procurer des aliments à prix abordable pour combler ses besoins et les besoins des autres membres de la famille. L'insécurité alimentaire est connue comme un problème important de santé publique qui constitue vraiment une barrière qui est importante pour l'alimentation équilibrée. Puis les effets sur la santé physique et mentale sont bien documentés et même chez les plus jeunes enfants qui sont leur jeune âge, qui sont exposés à l'insécurité alimentaire, on remarque des effets là, à long terme. La façon dont est mesurée l'insécurité alimentaire dans les enquêtes au Canada et aux États-Unis, c'est une mesure validée qu'on appelle entre nous le MESAM. C'est un module d'enquête sur la sécurité alimentaire des ménages qui compte 18 questions, dont 10 au sujet des adultes et il y en a 8 de plus pour les ménages avec enfants. L'insécurité alimentaire couvre vraiment tout un spectre de situations qui passe de la peur de manquer de nourriture ou de pas avoir les moyens de manger de manière équilibrée jusqu'à des journées entières sans manger ou avoir perdu du poids. Donc, il y a vraiment comme un gradient. Puis, à toutes les questions, il va avoir ça va être vraiment noté que faut que ce soit en raison d'un manque d'argent ou d'accès financier aux aliments. Grâce à ces 18 questions, il va y avoir des catégories d'insécurité alimentaire qui vont être créées. La définition utilisée par Santé Canada regroupe l'insécurité alimentaire qui est modérée ou sévère, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 réponses positives parmi la série de questions. L'insécurité alimentaire marginale qu'on voit en gris, justement, c'est un peu comme la zone grise où il y a seulement une réponse qui est positive. Mais déjà à ce niveau-là, il y a des effets mesurables sur la santé. Donc, c'est une définition qui est utilisée entre autres par Tara Souk, qui est une experte canadienne, et son groupe de recherche, là, Proof, qui suit l'évolution de l'insécurité alimentaire au Canada. Donc, dans les différents résultats que je vais vous présenter, là, j'utilise des fois une définition ou l'autre, puis on va venir mieux définir l'insécurité marginale. Pour suivre l'évolution de l'insécurité au niveau provincial, on utilise entre autres les données de l'enquête de santé dans les communautés canadiennes, le SCC, le format annuel, puis en combinant même des enquêtes, des années d'enquête, on obtient une mesure assez précise, même au niveau régional.
Puis, on a des résultats donc à tous les années, puis c'est mesuré depuis 2004. En 2019, il y a une nouvelle enquête qui est l'enquête canadienne. En fait, elle n'est pas nouvelle, mais c'est nouveau que l'insécurité alimentaire est mesurée dans le cadre de cette enquête. C'est l'enquête canadienne sur les revenus qui produit annuellement maintenant des mesures sur l'insécurité alimentaire au niveau national et provincial. Pendant la COVID, on est allé chercher des sources complémentaires de données. Ça a été développé afin de suivre la situation plus étroitement et avoir accès rapidement à de nouvelles mesures. Au Québec, à l'INSPQ, il y a eu le sondage COVID, donc sondage sur les attitudes, les comportements de la population québécoise, qui venait questionner environ 6 000 adultes par semaine ou par la suite, c'était aux 2 semaines. Par un panel web non probabiliste là, qui était fait au téléphone par Léger. Puis au Canada, ils ont aussi un panel web, mais il y a eu la mesure d'insécurité alimentaire seulement une fois en mai 2020. Oups, excusez-moi. L'animation, la voici. Donc, pour les enquêtes canadiennes, on utilise le module, ce qui est utilisé, c'est vraiment le module complet. Et la période de référence pour les différentes situations est des 12 derniers mois. Dans le cadre de la COVID, les personnes ont été questionnées sur les 30 derniers jours, donc pour avoir une mesure qui est beaucoup plus réactive à ce qui est vécu dans le dernier mois. Puis, en raison du temps, on n'a pas pu avoir les 18 questions, donc c'était des modules restreints qui ont été utilisés dans le cadre de ces sondages. Donc, voici un premier exemple de diffusion de données. C'est l'exemple ici qu'on a de la répartition de la population selon l'état de sécurité alimentaire du ménage qui provient de l'ESCC, qui est disponible à l'Infocentre de santé publique. Il faut d'abord s'inscrire et faire partie du réseau de la santé pour y avoir accès, mais ça donne accès à des tableaux de données paramétrables, des différents croisements sont ici disponibles, les tests statistiques. Chaque indicateur est aussi accompagné d'une fiche méthodologique descriptive de l'indicateur qui vient soutenir les acteurs, entre autres, de surveillance au niveau régional. Ici, par exemple, je suis venue sortir la proportion de la population de 12 ans et plus dont le ménage a connu une insécurité alimentaire par région socio-sanitaire. Les dernières données qui sont présentement disponibles sont celles de 2017-2018. On peut voir, par exemple, que la région de Montréal, ici, qui est encadrée en rouge, on a 9,3 de la population qui a connu une insécurité alimentaire et que c'est plus élevé que dans le reste du Québec. Je sais que vu qu'on c'est l'ESPUM ici, qu'il y en a plusieurs probablement qui sont de la région de Montréal. Maintenant, les résultats du sondage par panel web, on a ici un exemple d'infographie. Donc, vu que le but de l'enquête du sondage web était de transmettre rapidement des données, en fait, pendant la COVID, on a estimé l'insécurité à partir de 4 questions. Les 4 questions, c'est la peur de manquer de nourriture, pas les moyens de manger des repas équilibrés, soit toute la nourriture a été mangée, donc le frigo est vide, et manger moins que vous auriez dû selon vous, parce que en raison d'un manque d'argent. Puis les résultats, ils étaient disponibles sous forme d'infographie. Là, j'ai juste mis la première figure, mais il y avait plusieurs croisements de disponibles. Puis c'est disponible en moins d'une semaine entre la fin de la collecte puis l'analyse. Donc, ça permettait, entre autres, aux régions d'avoir accès rapidement à leurs données, puis à différents croisements pour suivre plus finement la situation. Si on regarde rapidement le résultat, on voit qu'au début de la pandémie, en fait, en rouge, ici, foncé, c'est l'insécurité alimentaire totale. Le jaune, c'est l'insécurité marginale, donc une question seulement, un élément positif seulement. Puis en rouge, ici, c'est l'insécurité modérée à grave, qui est un petit peu plus sévère. Donc, au tout début de la pandémie, en mars, on voit qu'on était environ au quart de la population qui déclarait vivre dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire.
Puis, avec le temps, ce qu'on remarque, les dernières données disponibles sont celles de novembre. Puis, on est retourné là environ un quart là, en novembre 2022. On va avoir une nouvelle mesure là, pour janvier qui va s'en venir dans les prochains jours ou en début de semaine prochaine. Fait que ce qu'on voit vraiment, c'est qu'au tout début, il y a une baisse là, dans les premiers mois, avril, mai, puis ça a été plutôt stable là, pendant environ un an. Puis depuis l'automne dernier, on a revu une augmentation de l'insécurité alimentaire totale, mais surtout de l'insécurité alimentaire plus grave, donc au niveau modéré et grave. Les feuillets sont utilisés pour faire des portraits de l'insécurité alimentaire et transmettre l'information avec les nuances d'interprétation, les analyses qui vont au-delà de ce qui est disponible à l'Infocentre de santé publique. Souvent, quand on va arriver avec un nouvel indicateur à l'Infocentre, on va en même temps à peu près sortir un feuillet, là, un feuillet court qui va venir soutenir finalement l'interprétation des nouveaux tableaux de résultats. Les faits saillants comprennent environ 4 à 5 messages clés, puis ça permet aussi aux décideurs d'avoir un résumé rapide de la situation. Puis ce sont surtout des portraits qui vont être descriptifs, qui permettent de suivre la situation. Par exemple, la mise à jour du portrait de l'insécurité alimentaire, dont j'ai mis la dernière version, là, la figure 9, où on voit la différence entre le Canada et le Québec. La dernière mise à jour portait sur les données de 2005 à 2012. Il y en a une autre qui s'en vient. On fait la mise à jour environ tous les 10 ans. On a aussi, par exemple, les feuillets lors de la COVID, on a, en plus de l'infographie, donc on a produit un résumé là, de l'indicateur d'insécurité alimentaire pendant la pandémie sur un an, d'avril 2020 à avril 2021, ou des croisements, par exemple, ici, l'insécurité alimentaire et l'analyse selon la situation en lien avec les habitudes alimentaires grâce à l'ESCC 2004. Pour ce qui est des articles, ici, on a un exemple d'un article qui a été rédigé pour le Journal de l'Ordre des nutritionnistes diététistes du Québec. On voit par exemple que on a utilisé entre autres les données de l'ESCC 2015 et de l'enquête COVID. Puis, pour le SCC 2015, on peut voir ici un croisement de la consommation des portions de fruits et légumes selon la situation déclarée de sécurité alimentaire. Puis, les personnes en insécurité alimentaire consomment une à une et demie portion de moins que ceux qui sont en sécurité alimentaire. Maintenant, on va être dans la section nutrition et habitudes alimentaires. Et puis, je vais vous présenter les résultats provenant de l'ESCC Nutrition 2015, qui est la dernière enquête dédiée à la nutrition. Puis, ça permet vraiment d'avoir beaucoup de détails sur l'alimentation. Mais c'est quand même, c'est ça, c'est une enquête qui est plus fréquente, là. Il existe aussi pour la surveillance de la nutrition plusieurs questions de fréquence dans les enquêtes annuelles canadiennes ou québécoises. Si on prend, par exemple, l'enquête québécoise sur la santé des populations, le QSP, ou l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, ce sont des études qui sont réalisées environ tous les 6 ans et qui viennent compléter les données qui sont disponibles avec les enquêtes canadiennes. Mais là, on va se concentrer vraiment sur le CC Nutrition 2015. Je vais vous présenter quelques résultats qui proviennent des 4 premiers feuillets de la collection Regard sur l'alimentation des Québécois. Puis le dernier est sorti en 2020 car par la suite, j'ai travaillé beaucoup sur la COVID dans les 2 dernières années. Donc, il y a une petite pause au niveau de la surveillance de la nutrition. Le premier feuillet porte sur la méthodologie. Puis ici, je veux juste vous dire quelques mots sur la mesure de précision là, qui vient d'une enquête thématique. C'est grâce à ce qu'on appelle un rappel alimentaire de 24 heures, durant lequel on demande à chaque participant de rapporter avec beaucoup de précision tout ce qu'il a mangé et bu la veille. C'est une méthode qui est assez coûteuse, là, qui demande beaucoup de ressources assez complexes à analyser, mais qui permet vraiment d'aller chercher beaucoup d'informations. Afin d'obtenir les apports journaliers,
de ces aliments ingrédients. Ils sont jumelés à l'information qu'on retrouve dans le fichier canadien sur les éléments nutritifs. Donc, pour chaque aliment, on va avoir le contenu dans les différents nutriments. Puis, est associé aussi au fichier canadien sur les éléments nutritifs, différentes classifications des aliments et des ingrédients, dont le groupe alimentaire du Guide alimentaire canadien. C'est ce qu'on veut dire par GAC ici, où on crée des nouvelles classifications par rapport, par exemple, aux boissons avec les différents types de boissons. Bien, on vient vraiment catégoriser les différents aliments pour par la suite pouvoir venir mieux les analyser. Puis, afin d'obtenir les apports journaliers, on jumelle le tout, puis ça nous permet d'avoir les moyennes des apports journaliers. Fait qu'on, ça nous permet vraiment d'avoir une moyenne de consommation qui se veut populationnelle. Par la suite, on va aller chercher aussi une autre journée, donc un deuxième rappel alimentaire chez une partie des répondants afin de contrôler la variabilité de l'alimentation parce qu'on sait très bien que d'un jour à l'autre, on ne mange pas toujours la même chose. Donc, la modélisation permet de venir retirer la variabilité intra-individuelle. Puis, en modélisant les apports, ça va nous permettre de comparer les apports de la population par rapport, admettons, à une cible, comme, mettons, 5 fruits et légumes et plus. Puisque les données sont complexes, on travaille vraiment main dans la main avec des statisticiens. Ici, je travaille avec Louis Rochette, qui se spécialise, entre autres, avec l'analyse des données alimentaires. Puis les feuillets ont été aussi rédigés avec Carole Blanchet, qui était l'épidémiologiste qui était responsable du mandat de la surveillance de la nutrition pendant près d'une quinzaine d'années avant moi. Le deuxième feuillet de la collection portait sur les principaux nutriments d'intérêt en santé publique, soit le sucre, le sodium et le gras saturé. Ici, je vais vous présenter principalement les résultats sur le sucre. Il faut noter que c'est vraiment les sucres totaux. Donc, comme on le retrouve dans les tableaux de valeurs nutritives, les sucres totaux vont regrouper les sucres qui sont naturellement présents dans les aliments ainsi que le sucre ajouté. Puis, on les a analysés ainsi parce que c'est de cette façon-là que le sucre est disponible dans le fichier canadien des éléments nutritifs. Donc, l'apport en sucre qu'on a retrouvé avec le CC 2015 est de 100 grammes par jour, soit l'équivalent d'environ 25 QRT AT. Puis, les jeunes, ce qui peut être un peu étonnant, consomment en moyenne 6 QRT de sucre de plus que les adultes, malgré que leurs besoins énergétiques soient plus faibles. D'ailleurs, lorsqu'on vient voir le pourcentage d'énergie qui provient du sucre. Donc, on voit que c'est le quart des calories provient des sucres dans l'alimentation des jeunes de 18 ans et moins et que c'est un petit peu moins élevé chez les adultes. Lorsqu'on regarde les principales sources de sucre dans l'alimentation, on voit que les fruits et le lait sont en premier, donc sont parmi les premiers. Puis c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on retrouve dans le sucre et dans les fruits et le lait, des sucres qui sont principalement naturellement présents. Malgré tout, les jus de fruits, les biscuits, gâteaux, sucres, sirop, confitures suivent pas très loin derrière et ceux-ci contiennent majoritairement des sucres libres. D'ailleurs, si on regroupe les boissons avec sucre ajouté, comme les boissons gazeuses, les boissons aux fruits et les boissons et les jus de fruits qui contiennent aussi des sucres libres, on voit qu'ils représentent en tout le quart du sucre qui est consommé dans la population. Puis la proportion est un petit peu plus élevée chez les jeunes, à 27,6 que chez les adultes. Maintenant, quelques résultats du troisième feuillet qui portait sur les groupes alimentaires. Et ici, on réfère au guide alimentaire de 2007, qui était celui qui était en vigueur lors de l'enquête de 2015. Il y en a eu un nouveau en 2019, mais les analyses ont été faites par rapport au guide alimentaire qui était vraiment en vigueur. On peut voir que les jeunes consomment en moyenne un peu moins de 5 portions et que les plus jeunes atteignent mieux la recommandation puisque le nombre de portions recommandées est plus élevé chez les adolescents où plus de 90% n'atteignent pas les 8 à 7 portions recommandées quotidiennement.
quelques éléments de résultats du feuillet 4 qui portent sur les autres aliments, donc les aliments qui ne font pas partie des 4 autres groupes alimentaires, et les boissons. Dans la figure 1, on peut voir qu'une partie importante des calories proviennent des autres aliments et que ce pourcentage augmente progressivement à l'enfance, mais plutôt stable chez les adultes. Ça atteint environ le quart même chez les 51 et 60 à 70 ans. Une autre analyse intéressante est de comparer la consommation en 2015 par rapport à la dernière enquête de 2004. Et pour les boissons sucrées, on a vu une diminution de la consommation des boissons gazeuses et des jus de fruits, mais plusieurs autres catégories de boissons sucrées ont augmenté, dont les thés, les cafés sucrés, les boissons lactées sucrées, puis d'autres nouvelles boissons qui sont arrivées sur le marché. Parmi les prochains projets à venir, au niveau de l'insécurité alimentaire, il y a la mise à jour du portrait de l'insécurité qu'on va utiliser entre autres les données de l'OECC 2017-2018. On va avoir aussi une affiche pendant les journées annuelles de santé publique, les JASP, qui va porter sur les résultats de l'enquête COVID, donc l'insécurité alimentaire en temps de COVID, avec l'association avec la santé mentale et les changements d'habitude de vie. Pour ce qui est des inégalités en alimentation, on a 2 projets que je vais vous présenter dans les prochaines diapos. La première, on voit ici la série de collections Regards sur l'alimentation, c'est pas terminé. Il y a plusieurs autres qui s'en viennent, dont les habitudes alimentaires des Québécois qui devraient sortir en 2023. Puis plus tard, en 2024, on a entre autres les inégalités en alimentation en lien avec l'insécurité alimentaire, des résultats plus détaillés sur les apports en énergie, en vitamines, minéraux, puis la qualité globale de l'alimentation versus la défavorisation matérielle et sociale. Je travaille aussi au sein d'un groupe de travail d'équité en alimentation qui a été qui est mené par le ministère. Puis dans ce groupe-là, il vise la production d'une dizaine de fascicules d'environ 5 à 6 pages qui c'est vraiment mené par le ministère, mais je suis responsable de la rédaction du fascicule 2 qui va porter plus précisément sur la surveillance des inégalités en alimentation. Le but de cette production, c'est de faire un portrait sommaire des inégalités sociales et de proposer une série d'indicateurs qu'on trouve incontournables qui permettent de suivre ces inégalités. Donc, la finalité, c'est vraiment d'outiller les professionnels en surveillance afin qu'ils puissent suivre les inégalités. Donc, c'est vraiment de créer un peu un outil, une marche à suivre pour suivre les inégalités en alimentation au niveau régional. Puis, l'équipe projet comprend, moi, des collègues du ministère, puis des représentants régionaux. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples d'utilisation des données de surveillance pour l'action en santé publique. Comme je l'ai dit, on ne fait pas la surveillance juste pour sortir des chiffres, on veut que ce soit des informations qui vont être utiles pour la santé publique et les décideurs. Premièrement, au niveau provincial, il y a le plan d'action interministériel 2022-2025 de la PGPS, de la politique gouvernementale de prévention en santé, dans laquelle on retrouve une cible d'atteindre une consommation minimale de 5 fruits et légumes chez plus de la moitié de la population. Donc, les données d'enquête populationnelle vont pouvoir vérifier si on se rapproche de cette cible grâce aux actions qui sont mises en place. Il y a aussi le plan d'action pour réduire la consommation de boissons sucrées et de promouvoir l'eau. Dans la première section du plan, on retrouve une mise en contexte. Puis, il y a une section qui s'appelle Données inquiétantes là, sur la consommation de boissons sucrées dans laquelle on retrouve nos dernières données de l'OECC 2015 là, sur la consommation moyenne de boissons sucrées dans les différents groupes d'âge selon l'insécurité alimentaire, puis la proportion de la population qui consomme des boissons sucrées. Et il y a aussi une partie d'informations sur le sucre consommé, dont les apports en sucre et les différentes sources. Au niveau régional, il y a nos résultats sont souvent utilisés il y a plusieurs instances là, de concertation qui utilisent les données de surveillance afin, entre autres, de prioriser leur action ou de cibler les inégalités, les sous-groupes les plus à risque au niveau de leur région. Il y a, entre autres, ce qu'on appelle les TIR SHV, les tables intersectorielles régionales en saine habitude de vie,
Puis, les tables de concertation régionale en sécurité alimentaire, chaque région a ce type de table qui regroupe des organismes, des acteurs locaux et régionaux. Puis, les membres de ces tables restent vraiment à l'affût de toutes les nouvelles données régionales, locales en surveillance qui peuvent être utilisées là, pour prioriser les actions, mobiliser les partenaires. Puis, c'est ça, j'ai parlé avec plus des représentants régionaux là, qui me disent à quel point les données sont vraiment essentielles pour mobiliser puis avoir un point de vue objectif sur la situation des différentes problématiques reliées à l'alimentation dans leur région. Puis c'est vraiment dans le but de créer des environnements favorables à la saine alimentation, donc saine alimentation pour tous. Maintenant, nous avons les différentes perspectives de développement de la surveillance de ce qui s'en vient bientôt. Il y a un projet d'indice combiné des déterminants de la santé dans lequel on retrouverait normalement aussi les indicateurs de nutrition, mais aussi d'activité physique, de tabagisme. D'ailleurs, je vous annonce qu'il y a présentement une offre d'emploi sur le site de l'Institut national de la santé publique si vous êtes intéressé à ce type de projet. Donc, on va accueillir une nouvelle ressource. On essaie d'avoir une surveillance qui est plus agile et puis une amélioration du délai pour l'accès aux données afin que les données de surveillance soient vraiment disponibles en temps opportun pour les décideurs. Il y a un plan de surveillance des effets collatéraux de la COVID qui est en train d'être mis en place. Puis, il y a des discussions en lien avec la suite là, pour le sondage par panel web de l'Institut, le sondage COVID qu'on utilisait. Il est supposé finir bientôt en mars 2023, mais c'est en discussion là, pour les suites, pour continuer à avoir une source complémentaire de données pour l'insécurité alimentaire et les habitudes de vie. Il y a les données de l'EQSP 2020-21 dont l'accès aux données va s'en venir là, quelque part en 2023, qui va nous permettre de faire d'autres types de portraits. Puis, on essaie de plus en plus de développer la collaboration avec les autres provinces au niveau méthodologique et avec le milieu universitaire. Ici, j'ai une liste de quelques comités dans lesquels je siège. Au niveau canadien, il y a l'Alliance canadienne en surveillance régionale des facteurs de risque et le comité consultatif canadien en sciences de la nutrition qui est mené par Santé Canada. Au niveau universitaire, je suis dans les comités scientifiques de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire et Nutri-Québec qui sont à l'Université Laval. Puis, je suis dans le comité de pilotage du nouveau panier à provisions nutritifs et économiques. Ça vient d'être un peu mis à jour. Puis, afin d'avoir un meilleur lien avec ce qui se fait au niveau plus terrain, prévention, promotion, je suis dans les groupes de répondants régionaux en nutrition et puis le groupe de pauvreté, développement des communautés et insécurité alimentaire parce que c'est des utilisateurs de données de surveillance. Donc, en conclusion, la surveillance, c'est vraiment une fonction essentielle de la santé publique, mais c'est quand même très encadré par la loi puis les différents plans de surveillance. En fait, il y a plusieurs tâches administratives, dont l'accès aux données, les plans de surveillance, le développement méthodologique, qui sont des parties majeures de notre travail au quotidien. Donc, derrière un chiffre, un pourcentage, une moyenne, il y a beaucoup de travail en amont là, pour en arriver à une mesure. Puis, on a vraiment des tonnes de données, des ressources quand même assez limitées en surveillance, même si on va bientôt avoir une nouvelle ressource potentielle. Puis, on voit toute la pertinence de collaborer, du partage d'informations avec les équipes de promotion-prévention et les différents utilisateurs de données afin de s'assurer que nos chiffres en surveillance répondent vraiment à leurs besoins. Merci beaucoup. Et j'ai deux petites questions pour la période, pour peut-être commencer la période de questions. Est-ce que vous utilisez, vous, dans des données de surveillance des habitudes de vie dans le cadre de vos travaux? Et est-ce qu'il y a certains résultats que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous ont surpris? Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Madame. Je vais arrêter le partage afin qu'on puisse voir les personnes qui ont à poser des questions. Oui, puis peut-être là, s'il y a des gens qui veulent se prononcer sur vos deux questions. Alors, est-ce qu'ils utilisent des données de surveillance? Puis est-ce qu'il y a des résultats qui les ont surpris? En premier, s'il y a des personnes qui veulent se prononcer par rapport à ces deux questions-là, on peut prendre leur intervention. Sinon, après,
on va aller à des questions. Sandrine. Oui, Bonjour. 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 C'était pour répondre à la première question. Là. Moi, je travaille en surveillance pour la direction de santé publique de la Gaspésie-des-Îles. Puis, oui, je travaille avec des collègues en promotion-prévention là, pour les données statistiques de surveillance en insécurité alimentaire surtout. Mais on dirait qu'ils ont toujours comme une soif d'aller plus loin, puis de comprendre comment c'est vécu réellement sur le terrain. Donc, ça, c'est comme un point de départ, mais souvent, ils veulent approfondir davantage là, les données. Fait que c'est un peu ce que je remarque là, avec mes collègues. Oui, c'est un très bon point. Vraiment, les acteurs de surveillance régionaux sont comme vraiment une courroie de transmission là, pour transmettre l'information au niveau de la prévention-promotion qui se fait au niveau local. Puis, j'entends le même son de cloche. C'est comme si on a un portrait qui peut être objectif, des chiffres, mais le vécu au niveau des personnes, des citoyens, c'est vraiment, faut vraiment que les personnes en prévention-promotion fassent un tout avec les différentes sources de données pour compléter, avoir un meilleur portrait de ce qui se passe. Donc, nous, on est là avec les chiffres, mais on sait que d'une région à l'autre, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des personnes directement sur le terrain en lien étroit avec leur communauté pour mettre en place les actions de santé publique pour que ça soit le plus ciblé possible avec les besoins des milieux. Donc, merci pour votre travail d'acteur de surveillance. C'est gentil de transmettre nos données à ceux qui en ont besoin. Et il y a également, oui, je regardais si mon microphone est ouvert. Oui, il y a également Laetitia qui mentionne qu'en Estrie utilise les données de surveillance qui sont en préparation d'un portrait régional sur l'insécurité alimentaire. Ah, super. Notamment. Oui, parce que pour l'action, même si on a des résultats, on va transmettre des portraits au niveau provincial. Souvent, c'est les résultats le plus finement géographiquement, c'est ça qui va vraiment mobiliser les acteurs. Puis souvent, ça va les interpeller plus si c'est fait par des ressources locales qui connaissent bien leur région. Je crois que Laetitia a levé la main. Est-ce que tu voulais ajouter des éléments? Oui, un petit complément en disant que justement en surveillance, on essaye d'outiller pas mal nos nouvelles professionnels terrain, les conseillers en promotion de la santé pour essayer d'identifier leurs communautés les plus à risque qui présentent le plus de ménages avec des facteurs de vulnérabilité. On s'est beaucoup basé sur les travaux de l'équipe Proof, justement, pour identifier ces facteurs. Et on est en train de tester différentes méthodologies statistiques pour essayer d'avoir un peu un indicateur composite pour essayer de pondérer ces différents facteurs pour vraiment voir ce qui est le plus intéressant. Et j'avais mis en commentaire une petite frustration actuelle, je dirais, c'est qu'on aurait aimé avoir accès aux données de l'insécurité alimentaire marginale de l'ESCC parce que ça nous semblait important vu que c'est un phénomène souvent sous-estimé. Donc, on se demandait un petit peu pourquoi ces données n'étaient pas accessibles à l'Infocentre. Et là, je vais peut-être avoir une bonne nouvelle. J'ai parlé à la personne de l'Infocentre. On va refaire la fiche. Puis en fait, c'est justement depuis 2020 que Statistique Canada a vraiment ajouté cette catégorie-là. Nous, on la créait là, dans nos portraits, nos portraits provinciaux, mais on travaille pour que ça soit ajouté lors de la dernière mise à jour. Malheureusement, à l'Infocentre de santé publique, c'est le fichier de microdonnées à grande diffusion qui est utilisé. Il n'est pas encore disponible. Donc, pour le SCC 2021, donc ça va s'en venir. On va ajouter ce niveau de détail-là. Donc, je l'ai demandé et ça devrait s'en venir lors de la prochaine mise à jour. Merci beaucoup. Caroline qui aurait une question? Commentaire? Oui, bonjour. J'avais écrit ma question dans le chat. Je ne sais pas si elle était vue. En fait, moi, c'est plus quelque chose qui m'a surpris. Les résultats du panel web là, qui a été fait durant la COVID, on voit qu'il y a 25% de la population avec de l'insécurité alimentaire, mais comme ces données-là ne sont pas représentatives de la population, est-ce qu'il y a eu une pondération? Est-ce qu'il y a une correction qui est faite pour dire qu'on se rapproche de la population ou on ne peut pas vraiment avoir le chiffre populationnel là, avec les données? C'est une très bonne question. En fait, oui, il y a de la pondération, mais la pondération va être faite sur l'âge, la région, le sexe, les différents éléments
des individus pour se rapprocher à la distribution d'âge, sexe et régionale du Québec quand on vient avec la mesure. Cependant, avec les panels web, on sait que ce n'est pas un échantillonnage de 100% de la population, c'est donc des personnes qui se portent volontaires pour répondre à différents sondages, donc des personnes qui ont aussi accès à Internet. Il y a certaines populations qui sont moins bien couvertes, mais en même temps, en répondant aux sondages, ils vont avoir accès à des points avec des cartes cadeaux. Et donc, ça peut affecter un petit peu la... Faut pas comparer directement cette mesure avec les enquêtes, des grandes enquêtes nationales. Mais ça reste intéressant parce que les biais restent quand même assez constants dans le temps. C'est vraiment de venir voir l'évolution, même si on n'a pas les 18 questions, on n'a pas la même mesure, c'est vraiment de regarder l'évolution qui est quand même assez intéressant. Puis est-ce que 25 c'était un chiffre que tu trouvais raisonnable ou je ne sais pas, surestimé, sous-estimé? Moi, ça m'a impressionné. Je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les échos sur le terrain sont qu'il y en a beaucoup. Je crois que ça représente c'est un portrait qui, en tout cas, je pense que c'est quand même un portrait qui ressemble beaucoup à la population du panel web. Donc, dans les grandes enquêtes, vous avez dit une bonne question, excusez-moi. 25 questions, 25%, c'est beaucoup, mais on sait qu'il y en a beaucoup. Donc, on n'est peut-être pas à 25% avec les nouvelles façons de mesurer ou avec l'enquête, mais ce qu'on regardait surtout, c'est l'évolution. Donc, il y a vraiment 25% des personnes qui ont répondu positivement. Puis, ce qu'on a vu dans le temps, c'est que de plus en plus, la sécurité alimentaire modérée grave. Donc, le nombre de personnes qui répondaient oui aux 4 éléments de question, c'est-à-dire qu'ils mangent moins que ce qu'ils auraient dû et tout, a augmenté aussi récemment. Donc, c'est pas juste ici une peur de manquer de nourriture, là. Rosanne Blanchette est spécialisée aussi sur l'insécurité alimentaire. Bonjour, Rosanne! Bonjour, Céline, comment ça va? Ça va bien. Oui. Moi, j'avais aussi une question sur le panel. Je me suis demandé si il y avait assez de diversité au sein de l'échantillon puis d'indicateurs pour que vous puissiez regarder les inéquités, si au niveau du statut migratoire, ethnique, peu importe les indicateurs de la diversité, si tu pouvais aller assez finement dans tes analyses pour voir s'il y a des populations qui étaient plus touchées que d'autres. Oui, il y avait plusieurs croisements. Je vous invite à aller voir l'infographie qui est mise à jour. On a plusieurs croisements. On a les immigrants récents. On a aussi la défavorisation. On a vraiment plusieurs croisements. Puis, un qui ressort le plus, c'est les personnes qui sont présentement sans emploi. Là, c'est plus que 50% d'insécurité alimentaire. Là. C'est quand même assez... on voit vraiment selon les différents groupes, les personnes vivant seules ou les ménages qui sont nombreux vont vivre plus d'insécurité alimentaire. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les groupes qui étaient normalement à risque dans les grandes enquêtes, bien, on retrouvait un peu les mêmes groupes là, pendant la pandémie. Donc, on n'identifie pas vraiment de plusieurs nouveaux groupes. Là. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient d'autres questions? Peut-être en attendant que certains réfléchissent à leurs questions, j'aurais peut-être une petite question. Est-ce que tous les analyses qui sont faites autour de la disponibilité ou de l'environnement alimentaire ou de l'accessibilité alimentaire, est-ce que c'est votre équipe qui travaille sur ça? C'est une très bonne question. En fait, il y a un géographe dans l'équipe prévention-promotion à l'INSPQ, Éric, c'est quoi son petit nom de famille? Robitaille. Éric Robitaille, oui. Donc, en fait, c'est eux qui s'occupent de cette section-là parce que ça demande vraiment une spécialisation au niveau plus géographique. Puis, les données sont disponibles dans le géoportail. En fait, sont disponibles. Il va y avoir une mise à jour qui va être faite peut-être dans la prochaine année là, avec l'identification par rapport
des déserts alimentaires ou la distance là, entre le lieu de résidence de l'individu, puis les dépanneurs, épiceries, les différentes ressources au niveau pour l'accès alimentaire. Mais présentement, c'est peut-être plus par manque d'une grosse équipe de surveillance. Là, on se concentre sur les autres indicateurs dans mon équipe. Merci beaucoup. D'autres questions? Peut-être, alors je peux si dans un monde parfait, est-ce que ce serait quoi les informations ou les indicateurs que vous aimeriez traiter, là, des thématiques au niveau de la nutrition qui ne sont pas nécessairement traitées à l'heure actuelle et que vous pensez que ça pourrait être comme, disons, plus important que d'autres choses? C'est une très bonne question. J'avoue que l'insécurité alimentaire, tout ce qui est en lien avec les inégalités, il y a vraiment beaucoup de besoins. Puis on sait qu'il y a quand même un gros délai entre la mesure et tout. Fait que ce que je disais, là, qu'il y avait des discussions sur est-ce qu'on va avoir une espèce de sondage qui va venir compléter finalement les trous d'information parce qu'il faut attendre beaucoup d'années avant d'avoir des nouvelles informations. C'est un des différents points. Il y a aussi toutes les données d'achat alimentaire qui sont très chères à obtenir, qui sont une source importante d'informations, puis qui sont quand même accessibles assez rapidement, qui nous permet aussi de venir compléter l'information qu'on trouve dans les grandes enquêtes. Puis le SCC Nutrition 2015, la thématique nutrition avec les rappels alimentaires, présentement, ce n'est pas encore prévu quand sera la prochaine. J'ai dit que c'était environ 10 ou 15 ans, mais c'est vraiment des informations très précises. Donc, quand il va y avoir des changements par rapport, admettons, à l'étiquetage devant le front of label, donc l'étiquetage devant les emballages là, sur les plus grandes sources de sucre, de sel, ça serait pertinent d'avoir encore une enquête qui va jusqu'à l'information des apports nutritionnels afin de suivre est-ce qu'on a vraiment eu un impact sur les apports des Québécois. Mais entre-temps, ça pourrait nous permettre, avec les données d'achat, par exemple, d'aller voir est-ce que le consommateur s'est mis à moins acheter certains produits riches en sel, sucre et acides gras saturés. Quand vous parlez des données sur les achats alimentaires, vous parlez de l'utilisation des données, là, des caisses enregistreuses? Là, oui, c'est ça. Ben, les données, il y a AC Nielsen qui collecte des données. Donc, on peut voir rapidement ce que le Québec achète dans les épiceries, les différents commerces. Puis, ça permet de suivre l'information. Souvent, présentement, de la façon que j'utilise ces données-là, c'est que quand, avec le SCC 2015, admettons, je vois il y a une consommation moindre de boissons gazeuses, mais là, je peux regarder avec différents rapports du MAPAC. Ah oui, il y a une diminution des achats de boissons gazeuses. Donc, ça vient un peu confirmer ce qu'on voit dans les enquêtes avec l'achat de ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions? Alors, je peux continuer. Là, je veux pas que ce soit une question qui vous embête. Je ne sais pas si à votre niveau, si vous avez de l'information par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a des intentions? Un certain temps, il y avait l'accès à l'infocentre un peu plus universel parce que l'accès était disponible, une connexion web conventionnelle. Est-ce qu'il y a des projets d'une accessibilité élargie, disons, plus grand public ou par rapport aux données de l'infocentre? C'est dans les cartons. Oui, c'est dans les cartons. En fait, c'était dans les cartons même avant la COVID, puis tout était chamboulé un peu avec la COVID. Il y avait différentes façons d'aller chercher l'information en surveillance. Il y avait entre autres Santéscope là, qui n'a pas été mis à jour récemment, entre autres parce qu'ils s'en vont vers une ouverture de l'infocentre. Donc, que les indicateurs de base, c'est-à-dire qu'on n'aurait peut-être pas des petites cellules, des informations très précises, mais que les indicateurs de base soient disponibles
à l'ensemble de la population, pas seulement les acteurs de surveillance et du réseau de la santé. Donc, il y a au moins un tableau de bord avec les indicateurs principaux pour que la population en général, puis les personnes qui sont en prévention-promotion, qui ont besoin de temps en temps d'avoir accès aux informations, puissent y accéder sans avoir la barrière d'un mot de passe. Puis on essaie aussi de plus en plus d'avoir des manières beaucoup plus visuelles de présenter de l'information que des simples tableaux de données là, qui sont un peu plus difficiles des fois à déchiffrer pour les personnes qui ne sont pas directement en surveillance. Merci beaucoup. Je n'ai pas de date, mais je sais que c'est dans les cartons. Mais c'est dans ma direction, mais c'est une autre unité qui s'occupe de l'infocentre. Donc, ce n'est pas directement dans mes cartons à moi. Mais je sais qu'ils travaillent à offrir une meilleure accessibilité aux données de surveillance. Oui, parce qu'il reste qu'il y a comme beaucoup d'intervenants, des organismes communautaires ou beaucoup de secteurs là, qui les gens aimeraient bénéficier des données, mais que disons que l'accès est restreint pour l'instant. Oui, mais c'est quand même, souvent, je retourne les gens vers leurs ressources en surveillance régionale parce que souvent, ils vont pouvoir accompagner les utilisateurs dans leur interprétation des résultats. Fait que souvent, quand il y a une région au niveau prévention-promotion, ils me demandent juste un petit chiffre, bien, je vais vraiment les référer au niveau régional parce qu'il y a vraiment une connaissance là, qui est au niveau régional, puis pour mieux interpréter les résultats. Professeur Blanchet. Vous dites Blanchet, oui? Oui, oui. Ben, pour faire suite, en fait, moi, je suis nouvellement de retour au Québec, donc je suis à me remettre à jour de ces informations-là. Peut-être que ma question n'est pas pertinente pour les autres, mais est-ce que dans le milieu universitaire, on y a accès? Ou pas du tout? Non, c'est ça. C'est une des raisons aussi pourquoi on veut ouvrir l'infocentre, c'est que des fois, on va avoir des demandes ad hoc, là. Donc, ils peuvent rentrer une fiche. Puis souvent, au niveau universitaire, il faut vraiment avoir un courriel dans le réseau, puis c'est directeur de santé publique ou un boss là, qui signe comme quoi tu vas avoir accès à l'infocentre de santé publique. Donc, souvent, ce qu'on va retrouver, admettons, je prends l'exemple de la surveillance du nombre de diabétiques, bien souvent, les chercheurs vont être pognés pour référer des chiffres canadiens parce que les chiffres québécois se retrouvent, les derniers vont là, se retrouver à l'infocentre, puis ils n'ont pas accès directement. Donc, il y a vraiment un désir d'un côté, essayer de diminuer le nombre de demandes ad hoc des chercheurs et des étudiants aussi qui doivent prendre de plus en plus le réflexe d'aller voir les données de surveillance là, pour bien s'informer parce qu'on a beaucoup de données québécoises. On est quand même chanceux au Québec. Là, il y a une belle mobilisation pour la surveillance, mais elles ne sont pas si facilement disponibles. Il y a comme un petit mur avec le mot de passe. Merci. Donc, on va conclure avec cette question-là. Merci énormément, Céline, Madame Plante, pour votre séminaire. C'est très intéressant. Et je suis, puisque j'ai une formation initiale aussi en nutrition, donc je suis content que la surveillance en nutrition au cours des dernières années a pris beaucoup plus d'importance. Donc, espérons que ça va continuer dans cette voie-là, parce qu'effectivement, c'est un déterminant majeur de la santé de la population. Donc, merci énormément pour votre séminaire. C'était grandement apprécié. Alors, merci à tout le monde pour votre participation au séminaire. Juste pour vous rappeler que notre prochain séminaire va être le 16 février prochain. Et s'il n'y a pas de changement, ça va être sur la surveillance du trouble du spectre de l'autisme au Québec. Mais si jamais il y a un changement, parce que là, on a une certaine incertitude par rapport à ça, mais ça va être quand même le 16 février. On vous tient au courant de la thématique si jamais il y a un changement. Donc, merci énormément pour votre participation. On est encore au mois de janvier, donc on vous souhaite une excellente année 2023. Bonne année. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir et Veloum. Ça, c'est pour la personne qui est malgache.